Aujourd'hui, les chemins d'Israël vous emmènent dans le sud du plateau du Golan. Nous allons partir sur les traces d'Eli Cohen, l'espion, et puis nous allons aussi terminer notre balade les pieds dans l'eau. Daniel Watzman, bonjour. Bonjour. Alors, où nous emmènes-tu aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, on va faire quelque chose qui est un peu différent. Beaucoup de fois, on roule, on va de point A à point B et on ne sait pas en fait qu'on peut faire des arrêts très intéressants qui racontent des histoires très intéressantes sur la route. Et ça peut rajouter énormément à nos tours et en même temps, ça nous donne des points d'arrêt sympathiques sur des routes assez intéressantes. Aujourd'hui, on est au point le plus au sud du Golan. Donc en fait, on est sur la route de Mevo Hama, qui est en fait la possibilité la plus au sud de monter sur le plateau du Golan. C'est cette route qui se découpe de la route de Hamad Gader Tzemach et en fait qui monte directement vers Kfar Harouv et Mevo Hama, qui est en fait le sud du plateau du Golan. Beaucoup de gens connaissent cette route comme la route qui fait peur ou la route qui rappelle un petit peu les cols des Hautes-Alpes et des villages au fin fond des Alpes en Europe. Sur cette route, il y a des points où on peut s'arrêter et qui nous racontent des histoires sublimes. Alors comme cette maison, qui donc sur cette route, on a l'impression que c'est une maison abandonnée, mais en fait, c'est une maison avec beaucoup d'histoires. Exact. Donc d'abord, c'est pas une maison, c'est un bâtiment. Et c'est un bâtiment qui est basé sur plusieurs choses, parce que la base, c'était un arrêt de passage syrien, parce qu'on est dans une région que jusqu'en 1967 était syrienne, où, on va dire, le commun des mortels syriens était arrêté, que ce soit les soldats, les civils, parce que pour descendre à Hamad Gader, il fallait faire partie d'une certaine high society, comme on dit chez nous, pour pouvoir descendre. Mais cet arrêt est basé sur un poste de frontière français. Et en fait, pour beaucoup de gens oublient un petit peu dans l'histoire qu'entre 1917, enfin un tout petit peu après, et jusqu'en 1946, on est en Europe ici. On est en Europe du Moyen-Orient, vu que les territoires sont divisés entre la Grande-Bretagne et la France, avec l'accord Sykes-Picot qui a été fait pendant la Première Guerre mondiale. Et en fait, ici même, on sortait notre passeport britannique palestinien et on se faisait tamponner « Welcome in France » par un gendarme français. Donc une position française sur le plateau du Golan. Sur le plateau du Golan. Et une des choses que beaucoup de gens ne font pas attention, c'est que beaucoup des forts, quand on prend cette route, qui peuvent rappeler des forts qui rappellent un peu Première Guerre mondiale antique, sont exactement ça. Ce sont des forts qui ont été construits par l'armée française, par la gendarmerie française, pour garder cette frontière entre la Grande-Bretagne et la France dans le Moyen-Orient. Alors dans cette pièce, on voit beaucoup de photos de l'espion Eli Cohen. Pourquoi ? En fait, c'est la deuxième station de la route d'Eli Cohen qui a été conçue il y a quelques années. D'ailleurs, on peut voir qu'on parle de Eli Cohen. Toutes les plaques qui sont sur ce bâtiment parlent d'Eli Cohen, y compris le permis qu'Eli Cohen a reçu pour aller à Hamad Gader. Comme j'ai dit, quand on est rapproché de la high society syrienne, on vient passer du bon temps dans cet endroit-là. Et donc, sur cette route, à cette deuxième station, vu qu'il y avait une pièce, ils ont pu mettre beaucoup des morceaux de l'histoire d'Eli Cohen, comme vous pouvez rentrer et voir. Dans cette pièce a été mis sur le mur des moments de la vie d'Eli Cohen. Eli Cohen, à savoir, qui est vraiment dans l'histoire du Mossad, peut-être le plus grand espion israélien, même si peut-être aujourd'hui il y en a qui ont fait beaucoup plus que lui, mais on va dire que c'est la figure qu'on a de l'espion israélienne, c'est Eli Cohen. Une légende, vraiment. Une vraie légende. Et donc, on a plein de morceaux de sa vie avec sa femme et bien sûr son procès. Il faut savoir que Eli Cohen, ça a été un coup très très dur pour la Syrie. L'ego syrien l'a pris très mal.
Et c'est pas pour rien qu'ils n'ont jamais été d'accord de le libérer, ni de rendre son corps pour qu'il puisse être enterré en Israël. Donc sur la route du plateau du Golan, on peut s'arrêter avec les enfants et puis expliquer justement un peu la vie d'Eli Cohen. Voilà, on peut expliquer la vie d'Eli Cohen, rajouter un petit peu sur l'histoire d'Israël, qui est une histoire, même si elle est courte, où il y a énormément de choses à montrer. Et ça donne une possibilité d'avoir 3 minutes un peu à l'ombre pour donner un peu à boire et grignoter quelque chose quelques minutes en rajoutant un certain aspect historique de notre tour. 100 mètres quand on continue avec la route pour monter sur le Golan après notre arrêt du passage syrien et français. On a un panneau qui nous fait tourner à droite vers un fort qui a été construit après 67 en fait, un fort israélien où on a en fait une vue sublime sur la vallée du Yarmouk, qui est la grande rivière du sud du Golan qui rejoint le Jourdain, qui est une des rivières les plus importantes de la région. Et sur cette rivière, en fait, sur cette belle vue, on a la vue en fait d'une histoire unique, en fait, peut-être une des premières grandes opérations que le Palmach, qui est en fait la force armée d'avant la création de l'État, va faire. Et c'est ce qu'on appelle la nuit des ponts. Et 11 ponts qui rattachent ce qu'on appelle aujourd'hui Israël, de ce qui était la Jordanie, la Syrie et autre part, se feront exploser la même nuit, tous en même temps. Peut-être la première opération qui montre un petit peu ce que sera Tsahal dans le futur, cette armée courageuse et qui fait des choses que parfois on pense qu'ils sont plus grands et plus difficiles pour elle. Et en fait, les restes du pont qu'on voit sous nos pieds, c'est le pont de El Hama et c'est le train qui passait de Haïfa jusqu'à Damas, à savoir que jusqu'en 1946 où il se fait sauter, en fait, on pouvait prendre le train à Haïfa, arriver jusqu'à Damas. Ça faisait partie de ces trains que les Ottomans construisent au tout début du XXe siècle pour rattacher cette région au train qui amène à la Mecque, qui amène au Hijaz, cette région-là. Une vue unique qui explique un petit peu parfois les difficultés des frontières qu'on avait ici, à savoir que cette frontière qui est sous nos pieds, vu que toutes les montagnes face à nous sont jordaniennes, le village là-bas qui monte sur le flanc de la montagne est jordanien et plus au fond, on passe directement en Syrie. Donc c'est une frontière qui a toujours été très protégée et une des raisons pour laquelle on est sur un fort, c'est pas seulement pour protéger la frontière, mais surtout c'est une des seules routes au niveau militaire qui permet de monter sur le Golan. C'est pour ça aussi qu'on retrouve sur cette route non seulement des forts israéliens, mais plus avant des forts syriens et encore plus avant des forts français. Parce que c'est une des seules routes qui donnait l'accès au mont du Golan. Et donc ça a toujours été une frontière qui a été très très bien protégée. Aujourd'hui, pour ceux qui aiment voyager, vous pouvez faire des tours en Jordanie et vous mettre de l'autre côté. Il y a aussi une vue et de regarder de ce côté. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. C'est assez intéressant et unique et drôle de regarder Israël d'en face. Surtout quand on grandit dans un monde où pour nous, pendant très 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 longtemps, en fait jusque dans les années 90, c'était la nuit. Alors Daniel, on continue notre promenade dans le plateau du Golan. Quelle route on a pris? En fait, on prend la route centrale qui traverse le Golan de sud au nord et juste au sud de la ville de Katzrin. Donc on a pu voir ce qu'on a voulu sur la route. Il y a un dernier petit coin qui est un coin assez unique, gratuit, qui vaut la peine de s'arrêter à mon avis. Alors ça s'appelle Mayanot Eden. Enot Eden, exactement. Eden, du nom des sources Eden. Alors les sources, le nom des sources d'eau c'est Saloukia et en fait à la base de cette source il y a un tuyau qui nous remplit les bouteilles de Mei Eden qu'on a tous l'habitude de voir partout dans le pays. Donc c'est d'ici hein. Et donc c'est d'ici et c'est cette eau qu'on voit
qui sort, qui est très très fraîche, très très pure et qu'à sa source on peut carrément la boire directement. C'est exactement la même eau qu'on achète, simplement gratuitement. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a des petites piscines comme ça. Alors en fait, le site même a été fait après beaucoup de discussions parce que les gens disaient que le droit à l'eau est à tout le monde et que vu que une compagnie privée ne pouvait pas faire tout l'argent sur cette eau qui devrait être à tout le monde, ils ont construit un parc sublime qui est facile d'accès avec beaucoup de parking et où on peut même venir en poussette et tout. Et en fait, on longe le passage d'eau qui est en fait des piscines après des piscines après des piscines où on peut bien sûr s'y baigner. Il n'y a aucune piscine qui est vraiment profonde. Donc, sublime pour les enfants, beaucoup d'arbres, donc beaucoup d'ombre. Voilà, on peut faire un pique-nique aussi. Bien sûr, on peut faire un pique-nique, il y a le droit de faire, on peut allumer du feu. Il faut bien sûr faire très gaffe quand on le fait. Et c'est vraiment un coin unique pour s'arrêter. Alors Daniel, on a été sur les traces d'Eli Cohen, on s'est baigné dans ces piscines naturelles de Eden. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire dans la région? Alors le sud de Golan est rempli de belles choses à faire. Bien sûr, on peut s'arrêter à Enchatot, on peut s'arrêter à Hamad Gader, mais on a aussi Tel Saki, on a plein de points d'arrêt historiques. Mitzpeh Shalom avec une vue phénoménale sur la Kinneret. Et bien sûr, on peut y dormir. Alors, quelles sont les possibilités pour dormir? Donc ça dépend ce qu'on cherche un petit peu, mais on peut avoir des tentes à Hamad Gader, comme on peut avoir des auberges de jeunesse un petit peu plus élaborées à Chispin, et qui est aussi religieux, kasher et tout ce qu'il faut. Et bien sûr, il y a les chambres d'hôtes qu'on peut trouver dans tous les kibboutz et moshav du sud du Golan, qui vous recevront les bras ouverts. Et je suppose que pour déjeuner ou pour dîner, il y a aussi un grand choix. Exact. Grand choix, ça dépend où on se trouve dans le sud du Golan, bien sûr. À Hamad Gader, il y a leur propre restaurant, centre pour grignoter. Sinon, on a Bnei Yehuda où il y a un petit peu pizza, shawarma. Vous avez Aniam qui se trouve avec un café. Si je me rappelle bien, il y a un restaurant de viande aussi. Tout ça, c'est kasher. Et après, vous avez Catherine avec ses centres commerciaux. Vous en avez deux, celui de la région industrielle et le central, où vous avez un peu de tout à manger. Dans le non-kasher, bien sûr, vous avez aussi d'autres choses, des restaurants de steak et tout. Et si vous êtes là le soir, personnellement, essayez de voir si Gila ici, il a une place de libre et allez manger un vrai bon steak kasher comme il faut. Merci Daniel de nous avoir fait découvrir le sud du plateau du Golan. Avec un grand plaisir, je l'ai fait et j'espère de vous retrouver tous ici autant que possible. À très bientôt. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bien entendu prochainement pour un autre numéro des Chemins d'Israël sur Studio Kalita. הלכתי לאיבוד בפרדסים של גן עדן, לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה ושפע נחישות מתלוות אליי בדרך הקסומה הזאת.